La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour, bienvenue à votre émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. C'est le jeudi tous les 15 jours. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en interaction et en lien avec le vivant autour de nous? Pour nous en parler, aujourd'hui, Loredana Gretti. Bonjour Loredana. Bonjour. Je vais vous présenter Loredana dans quelques instants. La nature nous invite à l'émerveillement, ce sentiment qui nous amène dans un état de bien-être et de joie. Nous pouvons nous plonger dans les détails comme dans l'immensité qu'offre la nature et les éléments du vivant. Au fil des siècles, la nature nous inspire. La nature inspire poètes, écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens, architectes et ingénieurs. L'architecte Gaudí, reconnu pour son style organique, a conçu la célèbre cathédrale de Barcelone, la Sagrada de Família, en s'inspirant de la nature tant dans les formes que dans la structure. Victor Hugo écrivait « C'est une triste chose de penser que la nature parle et le genre humain n'écoute pas ». Les premières peintures datent de l'époque de Néandertal, des peintures rupestres vieilles de 65 000 ans. On y trouvait une observation précise des détails des animaux. La nature faisait partie de leur culture. Au fur et à mesure, avec le christianisme et les sciences dures, l'homme s'est éloigné de la nature, séparant ainsi culture et nature. L'art est le témoin de la transformation culturelle, sociologique et philosophique au fil des siècles. Les peintres se sont laissés transporter par la nature avec des spécificités à chaque époque artistique. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Loredana Gretti. Loredana, vous êtes guide conférencière d'art à Grenoble et enseignante en histoire de l'art. Née en Italie, vous êtes tombée, comme vous aimez à le dire, dans le chaudron de l'art à votre naissance avec un père artiste peintre. Vous avez grandi avec les humeurs de l'artiste et vécu dans les odeurs de la peinture en découvrant toutes les phases du processus de création à la réalisation. Après une première partie de vie comme ingénieur en France, vous êtes revenu à votre ADN familial, l'art, en passant par le spectacle vivant, le théâtre et des études en histoire de l'art. Alors ma toute première question que je pose à chacun de mes invités, que signifie la nature pour vous? Alors bonjour à tout le monde, avant tout, et je dirais avant tout que la nature regroupe à la fois le vivant, mais l'inerte aussi. Le vivant étant bien évidemment ce qui implique une naissance, une transformation, une mort, et l'inerte, voilà, une formation et une transformation, mais qui est externe. Donc un caillou, par exemple, est inerte, il se transforme, bien évidemment, la montagne deviendra du sable, mais le processus de transformation n'est pas intérieur. Donc la nature a cette double valence, le vivant et l'inerte. Mais on va dire plus simplement que c'est peut-être tout ce que n'a pas fabriqué l'homme. Tout ce que n'a pas fabriqué l'homme. Et pourtant, l'homme s'inspire de la nature beaucoup, et entre autres par rapport aux peintres, puisque c'est votre spécialité. Pourquoi la nature inspire-t-elle les artistes et comment? Eh oui, ça c'est une question vraiment fondamentale qui m'a occupée pendant longtemps, puisque effectivement je me suis intéressée à l'histoire de l'art, et donc comment ça se fait que la nature a toujours été aussi présente? Moi, d'après ce que j'en ai compris, c'est peut-être parce que la nature, justement, elle est garante du vivant. Et que l'homme, parfois, il s'égare, il s'enferme lui-même dans ses artefacts, et il fait la découverte de l'aridité. Et chaque fois qu'il se trouve dans un terrain aride, voilà, il a ce recours au vivant pour effectivement se ressourcer. D'accord. Et au fur et à mesure des siècles, comment on peut retrouver la nature dans les peintures, dans cet art, justement? Comment elle s'est transformée au fur et à mesure des siècles? La nature, on va dire, en art, est présente depuis l'origine. Moi, je m'intéresse aux Étrusques. Alors, j'aime bien, par exemple, observer un chariot cultuel qui est présent au musée de la Villa Giulia.
qui se trouve à Rome, et c'est un chariot qui date du début du 8e siècle. Donc nous sommes vraiment, avec les Étrusques, une population pré-romaine, donc à l'origine de la civilisation en Italie. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit sur ce chariot? On a 2 registres. Alors sur un premier registre, on a on a un bouc, on a un loup, on a un bouquetin, et donc on va dire le monde sauvage. Et dans ce monde sauvage, on a aussi un homme qui se dresse avec son archer. On va dire que dans ce registre, on voit l'homme qui commence à dominer la nature. Et puis ensuite, au registre supérieur, on a plusieurs scénettes. On a donc un chasseur qui avec une lance et qui tient à la laisse un chien. On voit ensuite un couple. Donc on a une femme qui a un vase sur la tête. Et un homme qui a un casque, un bouclier et une lance. Et donc et ensuite on a un homme avec un arrière et 2 bœufs. Donc on voit bien que à ce registre supérieur, on a l'homme qui a commencé à dominer la nature, on voit la domestication des animaux, mais on voit aussi cette présence donc de la femme qui est la porteuse d'eau, donc qui est la femme qui est garante donc justement de la vie, l'eau étant la vie, l'eau étant la nature, l'eau étant intervenant voilà non seulement dans la vie, mais aussi dans les rituels sacrés, comme par exemple le bœuf avec les bœufs avec l'arère. L'arère n'intervenait pas seulement dans l'agriculture, mais était aussi à la base de la fondation des villes, donc de cette conception de vivre ensemble qui impliquait, voilà, à ce moment de la civilisation, l'inclusion de tout ce qui dépassait ce que l'homme pouvait connaître. Et c'est pour ça qu'on a comme 3e scène alors un homme, une femme avec un petit. Et donc on a à la femme un geste assez étonnant qui tient sa main sur les génitaux de l'homme et l'homme sur les seins de la femme, une scénette qui dit la fécondité de l'homme. Et donc cette fécondité qui se fait bien sûr dans l'assurance de son espèce, mais aussi dans cette fécondité qui est un petit peu qui traduit la domination de la nature dans une responsabilité, c'est-à-dire une fécondité qui porte aussi sur ses actes, sur ses actions dans l'environ, dans le monde environnant. Et toute cette scène se conclut par une autre petite où on a 2 hommes qui se battent avec des lances et un bouclier. Et donc, cette scène a été interprétée comme l'arrivée de la monarchie, puisque ce chariot date de la même fondation, de la même date de la fondation de Rome. Donc, il a été interprété comme effectivement, peut-être, mettant en scène toute cette monarchie, l'arrivée de la monarchie à Rome. Et donc, vous voyez qu'on a ici dans cet objet l'homme qui domine la nature, mais dans cette domination, il y a un sens de responsabilité et un accès à la monarchie comme vivre ensemble. Donc une monarchie, une royauté, mais qui a aussi une conscience de ce qui dépasse l'homme dans ce qu'il peut comprendre. Et si on prend une autre période comme... parce que là, avec la Grèce, on voit l'arrivée aussi des cités. Donc petit à petit, avec l'arrivée des cités, c'est aussi ce qui a séparé l'homme au fur et à mesure de la nature. Si on prend des siècles plus tard, par exemple au siècle de la Renaissance, comment la nature a-t-elle été, incluse au niveau de la peinture ? Voilà. Après, en effet, il y a tout là, avec les Étrusques, nous sommes encore dans un monde qui ne se conçoit pas différent du sacré, c'est-à-dire de ce qui dépasse l'homme. Ensuite, on a une scission, bien évidemment. Et la Renaissance, c'est par exemple aussi tout ce retour à un rapport beaucoup plus direct à la nature.
hein. C'est à la Renaissance justement que on va élargir les sujets représentés à la mythologie, puisque la mythologie est garante justement de ce rapport proche entre les hommes et la nature, la physis ancienne, qui était justement non pas vue comme séparée de l'homme, mais comme faisant part intégrante de l'homme. Et puis si on continue, si on enjambe un peu les siècles, et on va dire qu'on a toujours au fil des siècles, les artistes sont toujours revenus à la nature en changeant les styles. Ça a toujours été. Mais ce qui pose vraiment une transition forte, on l'a avec la modernité, puisque la modernité, c'est-à-dire le début du XXe siècle, la fin du XIXe, début du XXe siècle. On a vraiment Apollinaire qui parle de modernité comme étant la période où justement on a une nécessité de retourner au nouveau, de regarder les choses comme si c'était la première fois qu'on les voyait. Il parle de la peinture sera pure dans le sens que proche d'un originel. Et donc on a une façon de peindre qui est complètement différente parce que les artistes abandonnent la représentation et vont au contraire plutôt dans une sorte de relation d'être vivant à être vivant. Et on a un exemple magnifique avec Pierre Bonnard, avec son Amandie en fleurs. Bonnard qui toute sa vie a peint, a mal peint, si on peut utiliser cette expression dans le sens de un pied de nez tourné aux conventions académiques qui demandaient un léché, un fini, une hiérarchie entre le dessin et la couleur. Là, lui, au contraire, il peint justement, puisqu'il est à la recherche de saisir ce qui est vivant. Voilà donc que Bonnard, à la fin de sa vie, en 1947, il est tout seul dans sa maison au Canet. Il voit par sa fenêtre un arbre, un amandier en fleurs, qui est donc le premier arbre de l'hiver qui fleurit. Et il le peint non pas pour en faire une copie dans son tableau, pour faire une représentation, mais il peint comme s'il avait un être vivant devant lui. Il se tient face à lui, l'arbre se tient face à Bonnard, Bonnard se tient face à lui, comme deux potes, comme deux amis. Et donc, sa peinture dit cette relation de présence à présence. Et là, donc, c'est comme une sorte de langage qui essaye de saisir le vivant. Vous voyez ? Très bien. Écoutez, on se retrouve dans quelques instants après la pause musicale. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et nous sommes en direct avec Loredana Gritti, qui est guide conférencière d'art, entre autres au musée de Grenoble. Alors, pour revenir à l'impact, la nature et l'art, comment la nature a inspiré les peintres en l'occurrence. Vous nous faisiez part de la période étrusque où nature et culture ne faisaient qu'un, où vraiment la nature était avec la culture de l'homme, pour passer après à la modernité avec Baudard. Mais une question de tarot, à savoir, à partir du siècle de la Renaissance, il y a vraiment une grosse séparation entre la nature et la culture, et l'homme s'est éloigné petit à petit de la nature. Et à ce moment-là, peut-être que la nature était présente différemment au niveau de la peinture, entre autres. Mais au fur et à mesure des siècles, on peut observer quand même des variations de l'apparition de la nature, autant dans le style que dans la forme des différents artistes peintres. Est-ce que vous pourriez nous éclairer comment ça s'est passé et comment ils ont pu se laisser influencer de siècle en siècle, de période en période, et comment ils ont réintégré la nature dans leur art pictural? Alors, voilà, on pourrait dire que, bien sûr, on a vu apparaître la métaphysique, et donc cette séparation entre le corps
et l'esprit. Par exemple, si on prend Lucrèce, qui est un philosophe latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il dit « Notre corps est l'enveloppe de l'âme, qui de son côté en est la gardienne et la protectrice. » Alors vous voyez qu'on a bien le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Et donc, on a une séparation aussi entre la nature et la culture. On a l'émergence aussi de ce qu'on appelle le sujet et l'objet. L'homme, donc l'artiste pour nous, devient le sujet qui regarde l'objet, qui est donc l'objet, la nature, est le fruit de son observation. Il y a donc une séparation qui se fait. C'est pour ça qu'ils sont dans la représentation. C'est-à-dire, on a un sujet qui regarde la nature, et la nature, finalement, qui est présentée à nouveau à travers le filtre, on va dire, de l'émotion, de la pensée, de la réflexion, du mental, de l'artiste. Et donc, on a même une hiérarchisation, parce que bien évidemment que le corps, la matière, est vue comme inférieure par rapport à l'esprit. Et donc, la nature, on l'a vu dans tout le Moyen-Âge, disparaître de représentation au profit du spirituel, compris vraiment dans sa dimension transcendante, c'est-à-dire éloigné de la matière et puis connaissable à l'homme après la mort. Et puis ensuite, on a ce tournant qui s'opère autour du XIIe siècle, XIIIe siècle, avec Saint François, par exemple, qui invite au contraire à contempler la nature parce que créature de Dieu, qui parle de frère-sœur, sœur-lune, qui parle de frère-loup, qui parle directement à un loup. C'est incroyable. Il arrive à convaincre un loup de cohabiter à l'homme parce que il a sa place au sein de la cité. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est pas l'homme, c'est pas le loup qui renonce à son état de loup, ou l'homme qui domestique le loup et fait un chien. Non, dans le Fiorette de Saint François, c'est le loup qui cohabite, qui entre dans la cité et qui entre et sort des magasins et tout, parce que l'homme s'engage à lui donner tout ce dont il a besoin. Donc une cohabitation entre, on va dire, entre le sauvage et le civilisé. Donc, mais cela, c'est éphémère. Vous voyez, on a des moments comme ça, d'éclosion comme ça. On a Giotto, bien sûr, qui met en image ces moments d'apogée, mais chaque moment d'apogée se traduit ensuite par une emprise de l'homme sur la nature, et donc l'aridité dont je parlais autrement, pour arriver, bien évidemment, jusqu'à notre cher Descartes, qui dit justement l'homme maître possesseur de la nature. Mais là aussi, quand on regarde le contexte dans lequel Descartes le dit dans un contexte de maladie grandissante de l'homme qui subissait, donc cette nature qui l'emportait. Donc oui, maître possesseur de la nature, dans le sens de arriver à connaître une maladie, arriver à la contourner. Comme effectivement on a vu les Étrusques, ils arrivent à dominer la nature, mais dans le sens où on arrive à cohabiter. Le problème, c'est qu'ensuite encore, voilà, cet élan, ça s'est traduit par une saisie, par un rapt, par quelque chose qui se fige. Et là, on arrive à la dissociation et donc à la mésentente. C'est ça le problème. Mmh. Et comment, au fur et à mesure, par exemple, à une autre période, au temps du classicisme, comment la nature a été réintégrée, justement ? L'exemple le plus fort, peut-être, c'est par les frères Carrache, qui sont 3 frères de Bologne, qui, justement, dans une aridité de forme artistique qui était le maniérisme à l'époque, le maniérisme qui succède à la Renaissance. Donc avec Raphaël, Michel-Ange et Leonardo da Vinci. Quand on a eu des artistes d'un calibre comme ça, pour ceux qui arrivent après, comment faire pour continuer, pour faire mieux ? À ce moment-là, ça paraissait impossible, et donc on ne pouvait
envisager que faire à la manière de Michel-Ange, de Raphaël, d'où le nom de maniérisme. Donc là, on a, si vous voulez, un moment où l'art s'inspire de la culture, non plus de la nature. Et d'où justement cette crise qui sera marquée, entre autres, par les frères Carache, puisque on reprochait au maniérisme d'être trop sophistiqué, trop éloigné, d'être devenu un artefact artificiel. Vous voyez ? Donc, ayant perdu justement le lien au vivant, c'est-à-dire le lien au ressourcement. C'était devenu des conventions qu'on colportait, qu'on avait modifiées de plus en plus, que c'était spectaculaire, mais aride. Et alors voilà, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, ils font de l'académie, et puis ensuite, ils vont proposer au sein de l'académie à leurs élèves de retourner, dessiner directement à partir de la nature, de regarder la nature, de s'inspirer de la nature, du propre de la nature, et de là va naître le classicisme. Qui bien évidemment, dans le classicisme, on a encore une forme idéalisée de la nature. On voit la nature comme un locus amenus, comme on dit, c'est-à-dire un lieu idéal où l'homme vit en harmonie avec les animaux, avec les végétaux, voilà. Mais au fur et à mesure, après tout ça, ça se perd, bien sûr. Ça se perd parce que cette nature idéale devient à nouveau tellement idéale qu'elle n'a plus de résonance avec la réalité. On voit bien qu'en fait que ça suit aussi l'évolution, j'allais dire, industrielle et culturelle et sociétale. Et si on arrive maintenant au temps, voilà, c'est tellement typique en fait de faire tous ces parallèles. Et si donc on arrive, comme vous nous parliez tout à l'heure de Baudard, vers le 20e et maintenant le 21e siècle, où tout d'un coup il y a une prise de conscience aussi. Même si en parallèle on assiste à une crise, j'allais dire du lien à la nature, mais il y a une prise de conscience de l'importance de la nature. Alors il y a justement un artiste représenté au musée de Grenoble pour l'exposition de la nature qui sera présente au musée de Grenoble jusqu'au 19 mars. Et il y a un peintre particulièrement auquel j'ai été sensible, c'est Giuseppe Pennone. Que pouvez-vous nous dire de particulier sur Giuseppe Pennone et son lien à la nature? Alors, Giuseppe Pennone est un artiste italien qui naît à Garessi, un petit village en Ligurie, en 1947, et aujourd'hui est un artiste vraiment reconnu dans le monde entier, on va dire, au niveau international. Il est présent, entre autres, au Louvre d'Abu Dhabi. Donc c'est important de le dire parce qu'on a quand même une collection au Louvre d'Abu Dhabi, une collection qui a quand même cette ambition d'être exhaustive dans tout ce que les différentes civilisations dans le monde entier à toute époque a pu produire. Alors, donc, c'est un artiste qui est né dans un village proche de la nature, fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Donc voilà, lui est tombé dans le chaudron de la nature. Et quand il s'est adressé à ses études d'art, quand il est allé aux Beaux-Arts à Turin, finalement, il n'a pas trouvé des aides, on va dire, au niveau des enseignants, puisqu'il avait déjà une démarche personnelle tellement affirmée que finalement, les Beaux-Arts lui seront utiles pour trouver des liens. Ça, bien sûr, parce que un artiste, la préoccupation de l'artiste n'est pas seulement celui de produire, mais aussi de faire connaître. Et alors, voilà que ce qui était important pour lui, puisqu'on était dans une période de rejet de la tradition, parce que justement devenu stérile, parce qu'ayant amené aux absurdités qu'ont été la Première et la Deuxième Guerre mondiale et les autres guerres qui se continuaient, bien sûr, dans le monde entier, entre autres le Vietnam. Donc voilà que l'artiste était dans la démarche de trouver quelque chose de nouveau. Et donc ce nouveau, à nouveau, avec Pennone, c'est le rapport direct avec la nature et donc la priorité donnée non pas à la vue mais au toucher, puisque la sensation est une sensation plus première. Et donc voilà qu'il va développer
donc toute une œuvre à partir du toucher. Et au musée, par exemple, il présente gestes végétaux qui sont, on a l'impression de voir des corps, mais en effet, ils ne sont pas des corps, parce que ces corps, ces formes qu'on voit, anthropomorphes, sont en effet le souvenir de gestes faits sur un corps, mais sur un corps absent, puisque en effet, Giuseppe Pennone concrètement prend des écorces d'arbres qu'il dispose sur un mannequin, et bien il prend ensuite de l'argile, et cette argile, il vient la placer sur cette écorce. Hein. Donc, à partir de cette argile, il enlève l'écorce, et à partir de cette argile, il fera des moulages en bronze. Donc, concrètement, ce que vous voyez, ce sont des figures anthropomorphes en bronze qui évoquent l'écorce, mais qui en effet sont faits avec l'empreinte de l'artiste. Okay? Donc, ce sont des mémoires de ces gestes, parce que c'est ça. Voilà comment la façon, le langage de Pennone, comment lui essaie de retrouver le vivant, en essayant de figer ce qui était impossible de figer, c'est-à-dire un geste. Comment on peut faire un geste? Un geste est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui se fait dans un instant. Hein, quelque chose en plus qui est, si on pense à l'empreinte, autant la société aime bien, hein, donc que les artistes existent dans leur individualité, autant la société passe son temps à effacer les empreintes, parce que justement ne sont pas vues comme des traces invisibles et qui sont un peu vu comme le contraire de la propreté. Et pour lui, au contraire, une empreinte est déjà une sculpture, hein, est une image qui est une image animale et une image culturelle, une image que tout le monde produit, mais auquel on ne fait pas attention. Et sa façon à lui de les rendre éternelles, voilà, c'est de les traduire en bronze, mais en même temps, ces figures gestuelles qui sont vides à l'intérieur, hein, on a l'impression d'avoir comme un corps vide, sont traversées par des arbres, qui sont des vrais arbres. Et donc là, on a en plus l'évocation du mythe de Apollon et Daphné. Hein. Apollon qui représente justement la civilisation, l'ordre, la gestion. Voilà qu'Apollon, qui était un dieu très très beau, qui court derrière cette nymphe magnifique qu'il a entrevue, Daphné, il essaye de la saisir, elle court, et quand elle se sent prisonnière, c'est que Daphné se transforme en laurier. Et au fond, Daphné se trouve entre ses bras des branches de laurier. Et ce mythe nous dit beaucoup de ce lien au vivant. Hein, si on dit que Daphné représente le vivant, voilà, il est impossible pour l'ordre, vous voyez, que représente Apollon, pour la civilisation, de la saisir, c'est-à-dire de la figer. Et le vivant ne peut que se rencontrer de présence à présence. Et c'est ça que rappellent tous ces artistes avec ces œuvres qui travaillent, voilà, soit l'empreinte, soit mille autres façons, hein, parce que Giuseppe Pennone a un langage qui est très très vaste. Et aussi dans sa technique en fait, avec la chlorophylle, avec la façon dont il imprime. Je regardais la finesse des feuilles, mais c'est vraiment les feuilles. Donc il a une technique assez particulière. Juste en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous en faire part, parce que je trouve que c'est magnifique. Voilà, soit l'empreinte, soit le frottage, hein, qui est une technique, une approche qui est inventée par Max Ernst en 1925 et qui consiste tout simplement à prendre une toile, prendre une surface et la placer sur un objet et le frotter, et justement par ce frottage, l'image qui est en dessous apparaît. Donc, vous voyez, c'est une image première, une image qui n'est pas une représentation. Hein. On pourrait dire que ce qu'on trouve aussi dans l'art sacré, une image acheiropoiète, c'est-à-dire une image qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et lui, voilà, il prend cette toile de lin qui pose
directement sur les arbres qui sont vivants, qui sont encore debout, et il frotte avec une poignée de feuilles qui contiennent donc la chlorophylle, qui contiennent la sève, et par frottage, voici que l'écorce de l'arbre apparaît. Et donc, il compose ces paysages à travers cette technique qui est donc justement qui consiste à finalement il produit ses œuvres avec la nature. Voilà. Il ne produit pas des œuvres sur la nature, mais il fait des œuvres avec la nature. Et je trouve que cette expression qui m'a été donnée par un enfant à qui je présentais la visite, à un moment donné, il me dit, mais au fond, cet artiste fait ses toiles avec la nature. Et j'ai dit, t'as tout à fait compris, parce qu'effectivement, ce sont des feuilles, ce sont du lin, et simplement, c'est le contact direct qui produit l'œuvre. C'est tout. L'artiste s'efface derrière cette nature qui se rencontre directement. C'est magnifique pour une conclusion pour cette émission. Et avant de nous quitter, Loredana, où pouvons-nous vous retrouver? Alors, j'ai un site qui s'appelle la boîte à images avec un S à la fin, .org. Voilà. .org. Très bien. Et voilà, là je publie mes activités. Voilà. Très bien. Bien, je vous remercie. Et pour ma part, je serai justement au musée de Grenoble le 6 décembre pour la journée de la chaire paix économique. Et j'animerai un atelier La nature, un miroir organisationnel. Loredana, merci beaucoup pour votre partage qui était riche et fort instructif. J'espère que nos auditeurs seront comblés et peut-être ça leur donnera envie d'aller découvrir l'exposition à Grenoble ou de découvrir par exemple Penone ou d'autres artistes, porter un autre regard. Merci Loredana. Merci beaucoup. À très bientôt. Beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir Loredana. À dans 15 jours.